Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne bretonne pour un nouvel Instant été, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Kermin, à Langonette, au cœur du pays du roi Morvan. Alors avec nos invités, nous allons remonter le temps, nous allons parler patrimoine, mais d'abord, on vous laisse en compagnie de l'actualité estivale bretonne. La première et pour l'instant unique médaille bretonne, c'est Pierre Lecoq qui l'a remportée en planche à voile ce dimanche. Originaire de Saint-Brieuc, le champion du monde en titre est arrivé à la 3e place. Le journaliste du Télégramme, Laurent Aquilo, était au plus près de l'athlète lors de l'arrivée de sa course. Vachement ému, très soulagé parce qu'il a vécu une semaine très compliquée. Je pense qu'il s'attendait à mieux que ça sur le plan technique, mais aller arracher une médaille comme il l'a fait sur la medal race en dominant ses adversaires de dernier moment, on a senti que c'était une grosse satisfaction pour lui, quoi. Au total, ils sont 20 Bretons à concourir lors de ces Jeux olympiques brésiliens. Le résultat d'un important travail de détection des clubs selon le comité régional olympique. C'est la première fois qu'autant de Bretons sont sélectionnés. Pourtant, le compteur des médailles reste bloqué. Parmi les déçus, 2 finistériennes, la cycliste sur piste Virginie Couef et l'escrimeuse Cécilia Berder. Il y a certainement peut-être un questionnement à avoir, peut-être son niveau mental, je vais dire, la préparation, peut-être l'angoisse. Il y a certainement quelque chose là sur lequel il va falloir se pencher, puis peut-être y réfléchir sûrement. 6 athlètes bretons ont encore une chance de remporter une médaille. C'est le cas de la brestoise Marie Rioux. Avec son coéquipier, elle essaiera de terminer en bonne position en voile ce mardi sur son Accra 17. Le même jour, Camille Lecointre disputera également les épreuves de voile en 4,70. À partir du 19 août, ce sera au tour des kayakistes Léa Jamelot et Sarah Troel de concourir. Pénétrer dans les coulisses d'un parc zoologique. Entrer. Un rêve que concrétisent aujourd'hui ces 3 adolescents férus d'animaux. Chaque animal a des croquettes ou des granulés un peu spécifiques. On a 2 autres loges avec des coatis. L'après-midi, aux côtés de la soigneuse animalière, démarre par la préparation des repas. Du coup, là, ça va être la gamelle des ours. Donc, il y aura fruits, légumes, viande et poissons. Les lémuriens seront les premiers à se ravir de ce festin. S'ils prennent la main, tu laisses, ils vont tenir ta main, mais voilà, c'est pour garder l'équilibre en fait. Pour ces collégiens, ce face-à-face avec les primates est totalement inédit. Au début, on ne sait pas trop comment s'approcher d'eux, si ils veulent nous mordre ou s'ils sont gentils. Puis au bout d'un moment, on commence à s'habituer et puis on leur donne. Ça se fait tout seul en fait. Chaque jour de l'été, le zoo de Trégomeur propose des demi-journées immersion au cœur du métier de soigneur animalier. Dans les parcs zoologiques, on avait vraiment beaucoup de demandes sur comment est le métier de soigneur. Déjà beaucoup de demandes de personnes qui veulent faire des stages dans les parcs. Et donc grâce à ça, on peut leur proposer ça, les faire découvrir le métier justement, approcher les animaux aussi d'un peu plus près, parce que c'est quand même pas rien d'approcher ces espèces qui sont menacées et qui sont aussi qu'on voit qu'en parc zoologique bien sûr. S'ils approchent facilement certains animaux, les stagiaires restent à distance de la plupart des espèces. Ils se rendent compte aussi au fur et à mesure de l'après-midi des dangers qu'il peut y avoir et de pourquoi on ne peut pas approcher les animaux, pourquoi il y a autant de règles de sécurité au sein d'un parc aussi. Les jeunes sont également confrontés à une autre facette du métier, moins reluisante, le nettoyage. Tout ce que tu trouves du coup en crotte et nourriture, tu ramasses. Dans ce parc, les soigneurs consacrent les 3/4 de leur temps aux tâches d'entretien. Depuis plus de 30 ans, Ferrante Ferranti parcourt les hauts lieux de pèlerinage à travers le monde. Ce Français d'origine italienne pose son regard de professionnel sur la variété religieuse. Un regard discret, tout en retenue sur des hommes et des femmes de confession bouddhiste, musulmane, juive ou encore sikh. Ce qu'il souhaite transmettre, c'est la ferveur des gens, témoigner de la ferveur des gens, ce qui les amène dans ces hauts lieux de pèlerinage. Et évidemment, ça passe par le corps. Évidemment, il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Le corps dans l'eau, le corps en prière avec les bras levés, où il y a énormément de gestes que les religions partagent. Et c'est ce qu'a voulu mettre en valeur Ferrante Ferranti dans ses photos. Et le fait que les corps entrent en résonance.
Proposée au sein de la galerie du cloître de Sainte-Anne-d'Auray, Empreinte du Sacré s'articule autour d'une thématique, celle du corps, le corps des hommes, en écho au corps du Christ. Ferrante Ferranti est un fervent catholique et ici à Sainte-Anne on a des collections assez exceptionnelles. Donc dans la deuxième partie de l'exposition on a mis en valeur ce lien et les photos se répondent. Par exemple cet homme avec ce geste peut faire penser aussi au Christ en croix. Et puis avant tout, le christianisme, c'est aussi il essaie de transmettre un message de paix, de tolérance. Et je pense qu'avec cette exposition, c'est quelque chose qui passe très bien, surtout de nos jours. Une exposition à découvrir à Sainte-Anne-d'Auray tous les après-midi jusqu'au 2 novembre prochain. De retour à Kermin, petit village situé sur la commune de Langonette. Je suis en présence de Carlo Rosolène. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du manoir de Kermin. On va parler du manoir dans quelques instants. Merci de nous accueillir sur ce site patrimonial assez exceptionnel. Expliquez-nous d'abord, le petit village de Kermin, quelles sont ses spécificités? Alors, le Kermin est situé à un carrefour historiquement très intéressant, dans lequel on peut parcourir 4000 ans d'histoire. Vous avez dans un rayon d'1 kilomètre, si on parle de l'Antiquité, un tumulus de l'âge de bronze, qu'on ne peut pas visiter, mais pour lequel on peut tracer l'histoire. Vous avez une voie romaine qui passe à côté, une meute féodale qui date de l'an 1000, une abbaye cistérienne, 1230 à peu près, et un manoir 15e, 16e siècle qui couvre cette petite région qui est à la frontière ancienne, le long de la rivière Lélé, du royaume de Vénète et des Osismes. Alors vous êtes propriétaire de ce manoir depuis 1998. On a noté un petit accent italien, il faut le dire. Vous êtes italien. Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux au sein du manoir? Il y a une chapelle que vous avez rénovée aussi. Le manoir était essentiellement en ruine, donc on a repris tout ce qui est la structure, la charpente, la toiture, et on s'est attaché à toucher les moins possible l'existant et utiliser tous les matériaux et techniques anciennes. Donc la difficulté est de trouver les bons artisans, les bons moments, les bons prix, et évidemment. Et on a restauré de cette façon-là d'abord les manoirs et les petits bâtiments annexes, et ensuite la chapelle et la grange qui sont à côté, qu'on a acquis il y a 5 ans seulement. Et vous faites partie également de l'association des vieilles maisons de France. Des vieilles maisons de France, oui, pour lesquelles on a eu un prix national pour la restauration de la chapelle. Donc actuellement, c'est possible de visiter ce village de Kermin, et vous ouvrez les portes, enfin la grille, on va dire, la belle grille de votre manoir, et en 2 heures, on visite un petit peu les différents sites et on résume 4000 ans d'histoire en 2 heures. Mais là, c'est particulier à la balade qui est organisée le 19. Donc j'ai un collègue, Jean-Paul Leduc, qui est président de l'association Histoire et Archéologie en Centre-Bretagne, qui est un expert un peu de l'histoire et qui fait vivre un peu cette histoire-là. En étant sur un site, par exemple pour les tumulus, c'est beaucoup plus facile d'en parler, plutôt que d'en parler un peu dans le vide comme ça. Et en marchant, en passant par la motte et les manoirs, voilà, on retrouve l'histoire jusqu'aux gens d'aujourd'hui et aux efforts qui ont été faits pour mettre ça en valeur et le restaurer. Carlo Rosolène, merci beaucoup. C'est un très très beau travail que vous avez fait. Puis vous participez à la sauvegarde du patrimoine français. En tant qu'Italien, c'est quand même à noter. Merci à vous. Alors l'Office du tourisme du pays du Roi-Morvan propose plein d'activités durant l'été. On va aller à la rencontre de la chargée de communication de l'Office de tourisme qui va nous en parler dans quelques instants. Et nous sommes à présent avec Virginie Mastin, chargée des animations à l'Office du tourisme du pays du Roi-Morvan. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, l'Office du tourisme du pays du Roi-Morvan a mis en place des animations depuis 5 ans. Il y a plusieurs styles, dites-nous. Alors, on passe de la
d'initiation à la danse bretonne, à des visites de sites très emblématiques ou particuliers de la région, comme ici Kermin par exemple, ou l'église de Kerneskleden. Nous proposons également des randonnées accompagnées ou des randonnées commentées dans des chemins creux ou dans les montagnes noires autour de Gourin. Et puis Virginie, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Office du tourisme a fait appel à de nombreux passionnés d'archéologie, de géologie qui se sont investis à travers ces visites. Ah oui, tout à fait. Ce sont des forces vives ici, ce sont des références. Donc sans eux, on aurait des difficultés à faire découvrir la région. Nous avons effectivement un ingénieur géologue, par exemple, des propriétaires de résidences comme Carlo aujourd'hui, des passionnés d'archéologie, d'histoire locale, qui transmettent leur passion. Justement, quel regard vous portez sur le profil de Carlo, qui est italien, qui s'est investi depuis des années dans la sauvegarde du patrimoine breton? C'est l'un des meilleurs défenseurs de la région, justement. C'est un beau porte-parole, puisqu'il a pu voir à l'extérieur, il a voyagé beaucoup, donc il a pu voir comment ça se passait à l'extérieur. Il est particulièrement bien ancré ici, donc voilà, c'est un beau porte-parole. Au niveau de la fréquentation, comment ça se passe? Est-ce que les gens vont plutôt à la plage ou est-ce qu'ils viennent quand même en campagne? On se rend compte que nos animations attirent. Elles plaisent bien. On compte en moyenne une cinquantaine, 50, 60, 70 personnes sur chacune des animations que l'on propose. Donc je pense que le pari de faire découvrir notre région est largement rempli. Je vous remercie Virginie Mastin, et puis on peut retrouver toutes les informations sur le site internet du Pays du Roi Morvan qui va s'afficher en bas de l'écran. Merci beaucoup, bonne fin de saison, estivale. Et puis quant à nous, on vous souhaite une très très bonne soirée sur vos chaînes bretonnes.